Eh ben c'est parti, Philippe. Je suis ravi de t'avoir à nouveau dans quelques jours, là, dans une semaine, montre en main, on interviendra, et toi en particulier, sur un premier séminaire, une première formation d'énéagramme. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire ce regard croisé. On en fera régulièrement. Euh, avec différents intervenants. Il y a Marina Blanchard qui va intervenir aussi sur l'approche systémique avec le modèle 180. C'est le modèle de l'Institut Gregory Bateson, et Marina Blanchard, qui est en Belgique, où j'étais là il y a une dizaine de jours, a un modèle particulier avec le 180 et notamment un mapping, une carte de notation. Elle viendra parler de la thérapie brève systémique avec le modèle 180, et puis on fera regard croisé avec l'approche solutionniste expérientielle. Mais là, ce soir, ça va être énéagramme psychopathologie. Et donc, je suis ravi d'accueillir Philippe Chevaux, qui est là et qui est notre spécialiste de l'énéagramme. Et si tu veux bien nous dire quelques mots sur toi, voilà, te présenter, et puis surtout ton parcours professionnel, tu dirais que tu es qui? Ah, je suis qui? Ça, c'est une très bonne question, ça, surtout avec un outil comme l'énéagramme. Alors, mon parcours professionnel, disons que moi, j'ai une formation à la base plutôt technique. Moi, je viens du domaine de l'industrie. J'ai une formation d'ingénieur en physique des matériaux. J'ai bossé pas mal à l'étranger, en Asie et Moyen-Orient, pendant une bonne dizaine d'années. Où là, j'avais des postes, on va dire, plutôt opérationnels, d'accompagnement, de management, même de co-direction. Et puis, je me suis réorienté après en revenant en Belgique, en Europe. C'est pas la France, c'est quand même la Belgique. Où là, j'ai plus bossé dans l'accompagnement au changement. Donc, c'est comment accompagner les personnes dans des transitions d'organisation en entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre goût à l'accompagnement parce que, avec ma formation d'ingénieur, j'étais formé à la technique, mais j'étais pas formé à l'humain. Or, l'accompagnement au changement, c'est principalement de l'humain. Et donc, c'est là que j'ai Ok. commencé à me former. J'ai commencé à me former à l'énéagramme, c'est à ce moment-là, justement. L'énéagramme, PNL, différents outils d'accompagnement, de coaching. J'ai mis la main, le doigt, la main, le bras, puis j'ai plus jamais quitté, en fait. Et je me suis, à l'approche, donc il y a Formé à l'énéagramme, quelle je me suis approche? formé à la PNL, à l'approche systémique, à la T, analyse transactionnelle. Et puis, je me suis formé après, avec le temps, à d'autres outils comme les techniques du PIT, comme l'hypnose, il n'y a pas très, très longtemps aussi, etc. Ok. Et donc, il y a une bonne dizaine d'années, je me suis vraiment orienté que dans la formation et l'accompagnement individuel. D'abord en tant que consultant dans un cabinet, et puis après, là, depuis bientôt 5 ans maintenant, je suis à mon compte. Je ne fais que ça. Super. Et dis-nous au niveau perso, deux, trois infos au niveau perso, savoir qui tu es, des infos croustillantes, hein, on veut savoir des choses intimes. Hein. Combien de femmes j'ai, tout ça, c'est ce genre d'infos-là? Oui, c'est ça. Combien de femmes tu as? Ce qui fera qu'après, tu ne me poseras pas la question, ou peut-être, mais je ne sais pas. Allez, Non, j'en ai qu'une, ça me suffit. Hein. Par contre, j'ai plusieurs enfants, j'en ai deux. ok. Deux enfants, 5 et 7, enfin 7 et 5, hein, une fille et un garçon. Qu'est-ce que tu veux comme autre info? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? J'aime bien la musique. Je pratique le hautbois. Enfin, j'ai appris le hautbois et je pratiquais pas mal, hein, à un bon niveau, mais avec le temps, les expériences ont fait que j'ai moins le temps maintenant de pratiquer. J'aime aussi beaucoup les arts martiaux. Je pratique aussi depuis une trentaine d'années. Et d'ailleurs, dans mon parcours de vie, ça m'a aussi beaucoup impacté parce que mes voyages, entre autres, en Asie ont été aussi pour ça. Et tu dirais que par rapport à l'énéagramme, tu dirais que l'énéagramme, peut-être quelques mots sur l'énéagramme et ta formation en énéagramme, les choses marquantes de ta formation en énéagramme. Euh, L'énéagramme, alors, donc je l'ai découvert en 2006. C'était sur un projet technique, pareil, pour accompagner les gens. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et ce que j'ai bien aimé dans l'approche que j'ai apprise de l'énéagramme, c'est que c'est une approche qui est, on va dire, dynamique. Je veux dire, c'est pas une approche qui enferme, parce que souvent, moi, je m'étais un peu renseigné, dans beaucoup de manières de faire,
on met un peu des noms, des étiquettes sur des types, et ça peut avoir tendance à enfermer un peu les gens dans des cases. Je suis moins à l'aise avec cette façon de faire. Et moi, ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est que c'est dynamique. On part du principe qu'on a plusieurs facettes dans notre fonctionnement. Notre personnalité est composée de plusieurs facettes. Et l'idée, ça va être d'utiliser, d'apprendre à utiliser toutes ces différentes facettes pour nous aider dans la vie de tous les jours. Super. Ça, c'était en guise d'introduction. Peut-être je dis 2 mots pour me présenter s'il y a des collègues voilà, des personnes qui m'ont pas rencontré. Moi, je suis Guillaume Poupard. De formation, je suis docteur en psychopathologie, d'orientation psychanalytique. Au départ, je travaillais avec des nourrissons et des jeunes enfants, puis je me suis orienté vers le travail avec les adultes, l'approche psychodramatique, puis les thérapies brèves et l'hypnose. Donc, avec des adultes autour des addictions, du travail avec les troubles de l'humeur. Et mon activité aujourd'hui est surtout une activité de formation et de supervision autour de la question de l'hypnose, des thérapies brèves. J'ai créé la thérapie solutionniste expérientielle et co-créé la thérapie mosaïque, qui est très proche, on va dire, de l'EMDR, mais dans une vision solutionniste. Et, et je suis le représentant en France de la Société internationale de thérapie des états du moi. Et c'est intéressant parce que tu évoques la question des personnalités composées, plusieurs facettes. Et on voit, et ça me tenait à cœur de faire ce lien et de te faire intervenir sur l'énéagramme. D'abord parce qu'il y a une partie, moi, que j'appellerais spirituelle, ou avec une vision des niveaux de conscience, la conscience, voilà, de façon large. Et on a un collègue qui est là, qui est sous le nom de Patrick Amiel, et je suis sûr que ça va le passionner, ce collègue coach là, mais ce n'est pas son vrai nom et prénom, il se cache sous un pseudo. Et donc, on va pouvoir parler aussi, faire des croisements avec quelque chose de plus large, même si on va aborder des questions autour de la PNL, mais on verra qu'on peut faire des liens avec quelque chose qui est plus élevé. Et c'est ce qui m'a intéressé, et c'est ce qui a fait notamment que j'ai souhaité te faire intervenir, parce que la vision que tu portes et qui a été enseignée, et que tu portes l'énéagramme, apporte quelque chose de vraiment holistique, voilà, de vraiment plus grand. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi l'énéagramme, c'est-à-dire qu'est-ce que nous apporte l'énéagramme? Qu'est-ce que c'est que l'énéagramme? C'est quoi? Alors, l'énéagramme, on pourrait dire, c'est une grille de lecture du fonctionnement de la personnalité, en quelques mots. Ça permet d'apprendre à reconnaître, voilà, comment fonctionne la personnalité. Et ça peut servir alors vraiment plein de choses. Ça peut servir autant dans la vie personnelle, pour voilà, pour la vie de tous les jours, pour mieux communiquer, pour mieux échanger. Ça peut servir aussi au niveau professionnel, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, en tant qu'encadrant. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on va derrière les comportements. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'approches du fonctionnement de la personnalité qui sont assez comportementalistes. Mais ce que j'aime bien, c'est quand on regarde l'étymologie du mot personnalité, ça vient de persona, en latin, qui veut dire le masque, le rôle. Et persona, ça vient de personare, qui veut dire par le son ou la voix, à travers le son ou la voix. Donc ça veut dire que si on s'en tient à l'étymologie, la personnalité, c'est quelque chose qui va s'entendre. Et l'énéagramme peut nous aider à entendre la personnalité, en fait. Alors, est-ce à dire, mais on l'abordera peut-être un peu plus tout à l'heure, est-ce à dire que tu vas travailler avec le langage, avec ce qui est dans l'énoncé, dans ce que le client énonce? Alors, je vais aller un petit peu plus loin. C'est pas tant ce qu'il va dire, mais c'est comment il va en parler. Comment il va dire ce qu'il va dire? C'est ça. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir entendre les différentes facettes, enfin, ces différentes visions du monde. Parce qu'en fait, la personnalité, si on prend ça comme un masque, finalement, un masque, c'est quelque chose qui nous permet de voir les choses. C'est un filtre, en fait, qui nous permet de donner un sens à ce qui nous entoure et pouvoir exprimer ce qu'on a à l'intérieur et permettre à ceux qui sont à l'extérieur de comprendre ce qu'on dit. Donc, ce filtre, en fait, il va nous sélectionner, quelque part, nous filtrer notre vision du monde, et on va s'exprimer à travers ces filtres. Et si on arrive à entendre quels sont les différents filtres avec lesquels on parle, on arrive à entendre les différentes manières de voir le monde. Et donc ça va s'entendre à travers la manière de parler. Ça veut dire qu'on peut parler de ce qu'on veut,
on peut faire ce qu'on veut, peu importe le sujet, peu importe l'action. Ce qui va faire la différence, c'est comment on en parle. Alors c'est intéressant parce que tu dis on peut voir à ce moment-là, on va voir le monde si on connaît tous les filtres et donc ça permettrait de donner l'ensemble de la réalité, d'accord, qui est jamais accessible, mais ça nous permettrait d'avoir peut-être une appréhension de toutes les facettes, de Ouais. s'approcher d'une appréhension de toutes les facettes. Alors ça c'est intéressant et quand tu évoques ça, on voit déjà des points communs, je trouve, avec la psychopatho. Parce que Ouais. la psychopatho, euh, on est dans l'étude des dysfonctionnements du psychologique. Donc le psychologique, c'est vraiment la psyché, c'est l'âme, c'est, on pourrait dire, l'esprit. Et on va voir quand la psyché dysfonctionne ou fonctionne de façon singulière, j'aurais envie de dire. Mhm. Bon, une autre façon de dire, c'est quand il y a des masques ou des filtres qui viennent. À ce moment-là, ces filtres nous donnent une vision restreinte. Mais ces filtres, et je ne sais pas comment c'est pour ces filtres qu'on pourrait appeler aussi des stratégies de protection, des mécanismes de défense en fonction des approches, ces filtres-là sont aussi, et je ne sais pas comment c'est en diagramme, des moyens de rendre tolérable l'angoisse, des moyens de mieux vivre notre vie. Et, et parce qu'on a ces moyens de mieux vivre notre vie a un certain sens, mais en même temps, l'inconvénient, et dans ce que tu dis, je vois un point commun, l'inconvénient, c'est que ça rétrécit l'appréhension du monde. Et si on travaille en psychopathologie, ça veut dire si on vient mettre un éclairage, et j'entends un grand point commun avec ce que tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a derrière nos comportements ou comment il dit ce qu'il dit quand il dit ce qu'il dit, c'est-à-dire pour moi les processus, quand on accède au processus, à ce moment-là, ça nous permet d'élargir notre vision du monde ou d'élargir notre perception de la réalité qu'on peut appréhender. Ouais, 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 c'est assez marrant parce que quand tu parles de ça, d'élargir la perception de la réalité, en fait, avec l'énéagramme, on considère que chaque facette, donc c'est un filtre, mais un filtre, comme tu dis, qui va nous permettre quelque part de survivre, de donner un sens à la réalité qu'on s'est créée, en tout cas qui nous entoure. Et l'idée, c'est d'arriver à utiliser ces différents filtres, donc ces différentes facettes, de manière à ce que tous puissent se combiner et nous permettre d'élargir justement notre perception du monde. Et plus on arrive à utiliser ces facettes, plus on a une conscience de notre environnement qui s'élargit. Donc, quelque part, plus on élargit, on ouvre notre niveau de conscience. Alors c'est intéressant, hein, là toi tu ouvres sur la question du niveau de conscience, élargir notre perception du monde. Et pour moi en psychopatho, le job du psychopathologue, c'est vraiment de repérer comment la personne traite son rapport au monde, son fait d'être un être au monde, comment être un être au monde amène de l'angoisse, amène du vacillement, du trouble. Donc pour cela, il va mettre en place des stratégies pour rendre le trouble le plus vivable, le plus tolérable possible. L'inconvénient, c'est cette restriction ou cette rigidification de son système. Et le job du thérapeute à ce moment-là, c'est d'amener cette fluidité, cette souplesse, cet élargissement. Donc on retrouve cette notion d'élargissement. Et tu disais élargissement, mais pour élargir et passer à d'autres niveaux de conscience. Tu dirais quoi par rapport à ça, cette notion de niveau de conscience? Bah, je dirais que disons, si on, j'ai commencé dans l'autre sens. Si on, si on a, si on utilise par exemple qu'une facette, qu'une manière de voir le monde, quelque part, c'est comme si on avait des œillères, tu vois. Et si on a des œillères, eh ben, on va voir les choses que d'une seule façon, mais on va avoir du mal à voir autrement. Je me répète un peu. Et plus on utilise nos différentes facettes, les différentes facettes de notre fonctionnement, plus quelque part on va obtenir une vision du monde qui va être large, qui va être ouverte. Et ouvrir cette vision du monde, quelque part, c'est ouvrir aussi notre conscience du monde, de ce qui nous entoure. Et ouvrir cette conscience, quelque part, c'est aussi élever ces niveaux de conscience. Donc, plus on ouvre, plus on utilise nos différentes facettes de manière fluide, de manière harmonieuse, équilibrée, plus on va être capable de résoudre tout ce qui nous arrive, je dirais, dans notre vie de tous les jours. Parce qu'on a, comme on a en nous toutes les ressources, c'est aussi un postulat de base, je pense que là, ça rejoint aussi ton approche.
on a en nous tout ce qu'il nous faut déjà et pas besoin de rajouter. L'idée, c'est juste d'aller repérer quelles sont les différentes facettes qu'on a et comment les utiliser. Parce que si on tombe dans l'autre sens, ça veut dire si on réduit notre utilisation des facettes, si on se réduit à quelques facettes, voire une, ben quelque part, c'est comme si notre conscience de l'environnement, conscience du monde se réduisait, se rétrécissait, et là, on redescend dans des niveaux de plus en plus bas, et on est en général de plus en plus confronté à des problèmes parce que ben, on a moins de solutions en nous, enfin, on a moins accès à nos différentes solutions. Alors, c'est intéressant parce que tu ouvres la question des solutions. Tu dis on a en nous toutes les ressources. Alors, c'est vrai que ça rejoint là la vision de la thérapie solutionniste expérientielle. Pas nécessairement de la psychopatho, parce que dans les modèles classiques de psychopathologie, on est plutôt centré sur le déficit, le manque, le dysfonctionnement, tout ce qui fait défaut. Et on cherche ce qui fait défaut, ce qui fait trouble, ce qui fait manque, avec l'idée qu'on pourrait reparentaliser, renégocier, réparer, restructurer. Dans la vision solutionniste expérientielle, c'est pas seulement on a en nous toutes les ressources, on possède, avec cette idée de on possède, on a toutes les ressources, mais nous sommes la version de nous-mêmes la plus réalisée. Nous fonctionnons pas au niveau le plus réalisé, à un niveau le plus élaboré, mais nous sommes déjà à un niveau de conscience où nous possédons en nous sommes ce niveau de conscience maximal, mais nous ne l'actualisons pas dans le quotidien. Nous restons à un mode de fonctionnement qui est en deçà de ce que nous sommes fondamentalement. Dis-nous peut-être les principes, puisque tu ouvres cette question. Quels sont les principes? Alors, l'énéagramme, si on rentre dans les détails, maintenant qu'on a ouvert de façon large, on s'est dit qu'il y a cet homme avec les différentes facettes, qu'il y a ce filtrage, donc il y a une réduction, et que de connaître ces différentes facettes nous permet d'appréhender un monde plus large ou une réalité, c'est-à-dire d'ouvrir notre niveau de conscience. Donc ça, ce serait tout le bénéfice. Et on sait que ça peut être intéressant, tu nous disais l'énéagramme au niveau personnel mais professionnel. Si on rentre dans les détails, quels sont les principes? L'énéagramme, c'est quoi? Les principes, les concepts de l'énéagramme, c'est quoi? Alors, je dirais, j'ai commencé un peu large et puis peut-être rétrécir au fur et à mesure. Je dirais d'une manière générale, on part du principe que quand on est bloqué quelque part, c'est pas qu'on n'a pas les ressources, c'est qu'en fait, on est trop compétent. Un blocage, c'est dû à une surcompétence. Une surcompétence dans un domaine, dans une expertise qui n'est pas adaptée à la situation concernée. Si je prends un exemple, par exemple, si moi je sais très bien, j'ai une très forte compétence dans être connecté à l'autre pour ressentir ce qu'il ressent et pas lui faire du mal, donc faire attention à l'autre, ça je sais très bien faire. Mais si à un moment je me retrouve confronté à une situation où je dois trancher, prendre une décision, peu importe les conséquences, c'est pas que je sais pas faire, mais c'est juste qu'à ce moment-là, si j'utilise que cette compétence-là, eh ben, je vais être bloqué. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est très clair et c'est intéressant parce que dans la vision psychopathologique qui est la mienne, les stratégies de protection qui sont les nôtres pour gérer l'angoisse d'être un être au monde, les stratégies de protection sont comme des compétences, on pourrait les appeler des compétences, mais ces compétences, comme elles sont utilisées quand il y a une pathologie, quand il y a un trouble, elles sont utilisées toujours celles-ci et pas d'autres, il n'y a pas de variété. Alors, ce manque de variété, c'est ce qu'on appelle en psychopatho le trouble. Et je vois ce point commun avec ce que tu amènes, c'est-à-dire, oui, il y a cette surcompétence, mais en même temps, il y a un appauvrissement parce qu'il n'y a pas une compétence suffisamment élargie. Voilà, pas une compétence suffisamment élargie ou pas d'autres compétences qu'on va chercher et qu'on a, mais qu'on n'utilise pas. Et donc, l'intérêt, ça va être d'aller rechercher justement quelles sont les différentes compétences qu'on a en nous, donc quelles sont les différentes facettes, et d'apprendre à s'en servir différemment pour résoudre la situation en question. En psychopatho, moi je pense les trois étages, c'est-à-dire la structure, les aménagements et la personnalité. Tu l'as vu, la structure, c'est vraiment, ça répond aux questions rapport à soi, rapport au monde, rapport à plus grand que soi, rapport aux autres. Et
les aménagements, c'est vraiment comment on gère l'angoisse et la personnalité, c'est notre style, le costume qu'on utilise. Tu dirais que en énéagramme, est-ce qu'il y a aussi un moyen de classer les personnes, un moyen de tracer leur profil et donc un moyen de dégager pourquoi ces compétences ou comment ces compétences ou quand ces compétences, les gens les utilisent? Alors, classer les personnes, je sais pas trop. Alors, moi, je reconnais que je suis pas complètement à l'aise avec ces termes parce que j'ai l'impression que ça me met un peu dans des cases, mais c'est ma perception, attention, hein. Je dirais, euh, pourquoi on a ces compétences? Non, pas forcément. Parce que ça, Ok. c'est quelque chose qu'on s'est créé inconsciemment quand on était petit, justement, quand on arrive au monde, on se crée notre perception du monde, on se met en place des croyances de ce qu'on doit être ou ne pas être, de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Pourquoi on a choisi celle-ci plutôt que d'autres? J'en sais rien. L'énégramme va pas nous aider à comprendre pourquoi, mais plutôt va nous dire, bah tiens, une fois qu'on a ça, comment on peut faire? Donc, on n'a pas le pourquoi, ça ne répond pas au pourquoi. Non. J'entends que c'est un modèle plutôt un modèle d'apprentissage, c'est-à-dire on arrive au monde et quand on arrive au monde, bah, l'enfant serait confronté à la nécessité de traiter le monde et donc de développer des stratégies, donc C'est de ça. développer des compétences. Et Ouais. développant des compétences, il aurait tendance à devenir, pour une raison ou pour une autre, surcompétent. Et cette surcompétence pourrait aussi être un frein, un peu comme dans le syndrome je crois, de Peter. Ce serait l'idée. C'est un peu ça. Alors, surcompétent dans plusieurs domaines, mais pas dans tous les domaines. Et parce que ça veut dire qu'on va développer certains types d'expertise. Donc, chacune des facettes de notre personnalité, quelque part, c'est une compétence ou une famille de compétences, on va dire. Et après, ben, on va utiliser, nous, ces différentes facettes comme on peut dans notre vie de tous les jours. Mais c'est rare qu'on les utilise complètement toutes bien de manière fluide, harmonieuse, parce que ben, on n'a juste pas appris ou parce que ben, les événements de la vie nous ont peut-être créé des blocages, des tensions, des émotions qui font que certaines choses on refoule, d'autres on accepte, voilà, peu importe. Euh, et voilà, tout le travail va être d'aider justement à conscientiser ces différentes facettes de notre fonctionnement pour pouvoir les utiliser de manière consciente. OK. Et tu disais tout à l'heure, pas de plate classification comme on pourrait l'avoir en psychopatho avec les structures, la névrose, la psychose, les perversions, les addictions, les personnalités paranoïdes, schizotypiques, qui sont des façons de classer ou de rendre compte de comment la personne s'y prend avec les autres, comment elle s'y prend avec le monde, comment elle s'y prend avec elle-même, avec son corps, avec le langage. Mais tu dirais, en même temps, en énéagramme, on entend la notion de, souvent, les gens parlent de tu es un 2, tu es un 4, tu es un 6, et puis ils parlent de l'énéatype. Alors, parle-nous de ça, même si toi, tu n'es pas pour de la classification, Ouais, ce qui ouais, est ouais. un est bien. Alors, ce qui va ressortir quand même dans la construction de ce modèle, c'est que donc voilà, on a plusieurs facettes en nous, mais il y en a une qui est dominante souvent. Donc il y a une facette principale qu'on va souvent appeler la base, c'est notre manière principale d'aborder le monde, les gens, les émotions, etc. Et souvent on va se référer à cette base-là, cette partie-là, en s'identifiant à elle. Quand on dit tu es un 6, un 3, un 2, un 5, c'est par rapport à cette partie-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas que cette partie-là en nous. On a celle-là, et puis on a plusieurs autres qui vont permettre d'ouvrir justement la vision du monde et de faire en sorte qu'on ne se renferme pas dans la vision du monde de cette partie-là. On pourrait avoir quelqu'un qui serait que 6 ou que 4. Non. 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 Et ça, ce ne serait pas pathologique. Il y a nécessairement en énéagramme la base et des ailes et d'autres Et d'autres parties, ouais. Il y a et d'autres nécessairement parties. tout le temps. Maintenant, peut-être que pour des raisons ou d'une autre, la personne a bloqué son accès à certaines de ces facettes et ne se retrouve qu'avec qu'une seule partie qu'il utilise. Et donc là, on est plutôt dans des niveaux, là, on va peut-être descendre dans des niveaux plus pathologiques parce qu'elle va se renfermer complètement dans la problématique de sa base, enfin, on va dire de sa partie qu'elle utilise, la seule, et tout va être très amplifié.
Et donc, plus on restreint l'utilisation de ces différentes facettes, plus on va amplifier la problématique de la facette qu'on utilise. Et donc, plus là, ça peut devenir problématique. Et on peut arriver même jusqu'au niveau pathologique. C'est ça. Donc, ça veut dire à ce moment-là, ça rejoindrait fort la pathologie, donc dans le sens quand ça dysfonctionne, Ouais. alors que sinon, on pourrait parler, souvent je dis, de psychoressources et pas psychopathologie. Et donc là, toi, tu indiquerais qu'il y a un niveau, une maturité en termes de niveau de conscience ou d'élaboration qui serait plus élevé. Et si on descend ce niveau de conscience ou si on va, s'il y a moins de maturité, c'est-à-dire s'il y a plus de restrictions, à ce moment-là, ça deviendrait ce qu'on appelle une pathologie ou un trouble. C'est ça. Il y a, Moi, je parlerais ok, plus d'ouverture que de maturité, mais bon, après, voilà, c'est tu dirais plus quoi? ouverture. On ouvre, Ouverture que on maturité. referme. Ouais, voilà. Ouverture. Ok. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions là dans le chat. On a Nadège qui nous dit, est-ce qu'on a plusieurs autres facettes ou est-ce qu'on a toutes les autres facettes? Alors là, déjà, on sait que c'est une pro solutionniste expérientielle. Hein. Déjà, là, il vient de chercher très clairement, est-ce qu'on a toutes ou alors plusieurs? Alors, je dirais, ça dépend des approches. Ok, Si on se base sur les comportements typiques qu'on associe aux différentes facettes, alors on peut avoir toutes les facettes, parce qu'on peut être capable d'avoir tous ces comportements. Si maintenant on s'intéresse, mais alors là, ça c'est ma perception, l'expérience que j'en ai, qui peut être encore réfutée, moi j'ai aucun problème avec ça, et donc depuis bientôt 20 ans, j'ai pas encore eu comment dire, de contre-exemple. Mais si on va un peu plus loin, si on va derrière les comportements, c'est-à-dire au niveau des processus, au niveau des motivations, eh ben, on remarque que finalement, toutes les facettes ne nous appartiennent pas. Il y en a seulement quelques-unes qui nous appartiennent, quelques-unes qui vont vraiment nous être utiles. ça veut dire on ne mobilise pas les autres? En termes de vision du monde, de manière de voir les choses, non. Et c'est pas qu'on n'a pas le droit ou quoi que ce soit, c'est juste que finalement, c'est pas vraiment utile par rapport à la problématique de la base. C'est juste ça, quoi. Ça n'a pas d'intérêt particulier. Combien tu dirais qu'il y a donc il y a une base et plusieurs facettes et on a repéré un certain nombre de facettes? Oui, oui. On a combien de facettes? Ah, là, je dévoile un peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Ouais, allez. Alors, dans le modèle, on en a repéré, alors, après, encore une fois, il y a différentes écoles, 4 ou 5 en tout. Ok. Voilà. Et quand on dit les 9, quand on parle du chiffre 9, on parle de quoi? Des bases à ce moment-là? Alors, Enea c'est 9. Hein. Donc, Ouais. Ennéagramme, c'est les 9 bases. Mais, par exemple, si on prend la base, si la base est en 1, il va y avoir seulement certaines facettes qui sont liées à cette base, parce que c'est seulement ces certaines facettes qui vont lui apporter vraiment quelque chose pour lui permettre d'ouvrir et enfin, voilà, d'ouvrir sa conscience. Ok. Pour aller un petit peu plus dans les détails, donne-nous un exemple, par exemple. Prenons quelqu'un qui serait 4. J'aime bien 4. Prenons un 4. Et parle-nous un peu, parce que on entend ça, peut-être certains de nos collègues connaissent déjà, ils viennent se nourrir des compléments, peut-être de ta vision, de la spécificité de la vision et de ce que tu apportes. Mais il y a peut-être des personnes qui sont vraiment novices en énéagramme. On sait maintenant qu'il y a une base, il y a les différentes hautes facettes et l'idée, c'est quand même cette ouverture, donc, cette capacité, au fur et à mesure du temps, à élargir notre vision du monde, c'est-à-dire là où on est surcompétent dans un domaine, avoir beaucoup plus de fluidité, de richesse et donc ouvrir notre conscience du monde. Et si on prend quelqu'un, par exemple, qui est 4, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi de… Ça veut dire comment tu sais qu'il est 4? Comment on différencie un 4, par exemple, d'un 7, d'un 1, d'un 2? Voilà, par rapport à la base déjà. D'accord. Alors, par rapport à la base, en fait, on peut considérer que chaque base, c'est une planète. C'est-à-dire, chaque base, c'est une façon de voir le monde.
Et donc, Oui. dans chaque base, il y a une manière de percevoir les choses. Il y a des valeurs qui sont importantes pour chaque base. Donc, c'est des choses qui vont s'entendre. Par exemple, dans la partie en 4, si on prend la base en 4, des valeurs qui vont être importantes. Donc, c'est des leviers de motivation, en fait. Hein. Ça va être des choses qui vont tourner autour de l'unicité, l'authenticité, la différence, être en accord avec ses émotions, etc., etc. Hein. Donc, chaque base va avoir donc des valeurs qui lui appartiennent. Il va avoir aussi des croyances qui lui appartiennent. Des croyances, ça veut dire comment elle s'est forgée sa manière de voir le monde, comment elle s'est créée son image d'elle-même, de ce qu'elle doit être pour survivre, pour vivre. Et très spécifiquement, donne-nous un exemple 4, ça dirait quoi de ces valeurs, ça dirait quoi de ces croyances? Donc, on entend qu'il y a les valeurs, les croyances, que les PNListes donc, ont mis en travail, et donc il y a plein de ponts avec la PNL. On peut imaginer qu'il y a plein de ponts aussi, en plus des valeurs, des croyances, avec les métaprogrammes, les besoins, la motivation. Mais tu nous dirais que très concrètement, un 4, il fait quoi? Il se comporte comment? Donne-nous-le à voir, si c'est possible, en quelques mots pour que ça vienne illustrer. Alors, j'ai un peu de mal avec ça parce que justement, là, on tombe dans les comportements. Et ce serait Ouais. un peu prématuré en disant un 4 qui fait ça. Il peut faire ça. Il peut peut-être avoir tendance à, mais c'est pas réduit à ça, tu vois. Un 4, il va avoir tendance. J'entends ta prudence, mais alors, bon, on est entre spécialistes, ils posent que des hypothèses. Il n'y a pas d'intégristes là qui vont prendre pour argent comptant ce que tu dis et étiqueter nos gens, mais nos clients. Mais c'est pour qu'on se représente. Je me dis, quand j'entends, tiens, le 4, il est là, l'autre, il est très rigide, l'autre, il est plus ouvert. Est-ce qu'on a comme ça des styles? Comme moi, je pourrais dire, ben, un style obsessionnel. Quand je parle du style obsessionnel, je dirais ben, Lagerfeld est plus obsessionnel que Gad Elmaleh qui est plus hystérique. C'est pour donner une illustration. Maintenant, c'est pas parce qu'on est joyeux et qu'on parle fort qu'on est nécessairement hystérique en trait de personnalité. Ce serait trop réducteur. Il y a toute une richesse derrière. Mais comme ça permet de voir qu'il y a des colorations, des styles. Est-ce que ça, tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Alors, par exemple, si on prend au niveau du 4, le 4, ça peut être une personne qui peut avoir tendance à être très expressive au niveau de ses émotions, qui va facilement être connectée à ses ressentis, à ses émotions, parce que si on prend dans les croyances, elle va s'identifier à ce qu'elle ressent. Donc, c'est je suis ce que je ressens. Plus je ressens intensément, plus j'existe. Donc, c'est des personnes qui vont avoir un accès en général très facile à leurs émotions, qui vont en parler très facilement, qui vont même avoir tendance à les amplifier. Ça va être les rois de l'amplification émotionnelle. Alors, c'est important que tu dises ça parce que tu vois, on entend l'idée après, c'est pas de généraliser, pas d'étiqueter, et tu es vraiment prudent et attentif à ça et c'est important. Mais ça nous permet d'imaginer qu'en tant que professionnel, qu'on soit coach, thérapeute, qu'on soit enseignant, si on a suffisamment travaillé sur le profil, sur l'énéagramme, l'énéatype de cette personne-là, ce client, pour l'accompagner, pas juste pour prendre du pouvoir ou de lui faire une genre de pseudo-séance de voyance. Mais si on a suffisamment travaillé, tu vois, ça veut dire que ces gens-là, si on doit les accompagner au niveau scolaire, on sait que la propension à la prise de parole, la capacité à témoigner, à témoigner de ses émotions, on peut y avoir accès. Alors peut-être que quelqu'un qui a un autre énéatype, une autre base, peut-être sera plus en difficulté pour aller dans ses émotions et plus en aisance pour aller dans ses pensées. C'est ça. C'est ça. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que ça permet. Parce que, mais là, quand tu dis ça, tu vois, on est même déjà dans les processus plus que dans le comportement. Tu vois, il est plus en aisance pour aller dans ses pensées. C'est parce qu'on a repéré dans sa manière de parler qu'il va plus parler avec ses processus internes, justement. Alors que la partie en 4, elle va être plus peut-être dans les états internes. Elle va parler de ce qu'elle ressent. Et donc, c'est en effet, dans l'accompagnement des personnes, ça peut aider déjà à nous à se caler sur le même langage. C'est à parler avec les mêmes mots, avec la même manière, avec la même vision du monde qu'elle. En tout cas, quelque chose qui s'en ressemble. Et ça va aider. Donc tu nous dis que ce repérage-là Ouais. nous aide, nous aussi, à nous synchroniser, à nous ajuster
en adoptant le type de processus ou le type de façon de s'y prendre qui Voilà, permettrait à notre client de nous comprendre au mieux ou nous permettre de rejoindre au mieux notre client. c'est ça. Ouais. OK. Il y avait Anne-Gaëlle qui disait, est-ce que dans le rapport à l'autre, les maisons avec lesquelles on peut avoir des conflits seraient des maisons, des compétences que l'on sait refuser à développer? Alors, je ne sais pas, c'est un peu hermétique. J'ai peur. Anne-Gaëlle, elle a dû, à ce moment-là, c'est son chien qui a dû lui sauter sur les genoux et qui a tapé à moitié sur le clavier de. Donc, elle va réécrire, elle va réécrire. Je prends la remarque de notre collègue Stéphane, donc qui est sous ton pseudo Patrick Amiel, et Stéphane qui est coach. Il dit, est-ce que chaque type a des processus repérables? Et si oui, comment l'énéagramme peut aider à les flexibiliser? Donc là, on est vraiment déjà dans la prise en charge. Est-ce qu'il y a des types de processus spécifiques, repérables, et comment on flexibilise? Alors oui, il y a des types de processus repérables. On va les entendre avec justement dans le langage. On va entendre quelles sont les valeurs qui ressortent au niveau des. Et c'est là où la PNL va être très intéressante. Les apports de des métaprogrammes, c'est que on va pouvoir entendre justement quelques métaprogrammes, par exemple les filtres ou les tris. Hein, est-ce que la personne parle plus en termes de relation, en termes d'action, en termes d'information, par exemple? Est-ce qu'elle est plus dans la bouteille à moitié vide, à moitié pleine? Comment elle voit le temps, etc. Est-ce qu'elle est plus sur une vision saccadée, une vision globale, évolutive, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui vont s'entendre. Et quand on arrive à entendre ça, et qu'on arrive à repérer le fonctionnement, on peut l'aider justement à aller la connecter ou la challenger, on va dire, sur les autres facettes de son fonctionnement qui vont aider à assouplir justement sa vision bloquante qui part à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors oui, c'est clair et peut-être notre collègue Stéphane, si tu as des questions encore plus précises, n'hésite pas à partager. Mais dans ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en psychopathologie, tu vois, euh, si je fais une caricature dans Ouais, ce que tu as dit, ça veut dire si on écrase un peu ce qui vient d'être dit, quelqu'un qui serait très en extraversion, qui parlerait fort, qui serait plutôt spectaculaire, plutôt théâtral, plutôt coloré, etc. Ça nous ferait penser à un style de personnalité histrionique. D'accord? Dans cette labilité des affects, dans cette émotionnalité, dans je m'identifie à mes émotions, j'ai tendance à théâtraliser. Si on avait ça, ça fait penser au style de personnalité histrionique. En psychopatho, on n'a pas d'outil. Ça permet de repérer des processus dans la façon dont moi je le présente, mais on n'a pas un outil qui va en face. Là, ce qui est intéressant dans la proposition que tu fais, dans la mesure où tu relis avec des outils de la PNL et notamment, tu vois, les métaprogrammes, c'est si on sait que cette personne, elle est plutôt allée vers, si elle a plutôt cette tendance à du global plutôt que du détail, si on a ça et que ça se repère, ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut offrir pour des gens qui seraient formés à la psychopatho, avec l'énéagramme, ça leur donne des outils et des outils, des moyens concrets pour venir répondre à l'élargissement du style. C'est comme pour assouplir le style. La personne qui serait très globale et très aller vers, si elle avait tendance à des moments à s'éloigner d'eux, si elle avait des opportunités à certains moments de développer le détail, la procédure, alors ce serait un grand enrichissement pour elle. c'est ça. Et ce qui est Donc, intéressant, c'est que, et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que, en fait, l'idée, c'est pas d'aller lui inculquer d'autres façons de faire, c'est juste d'aller la connecter à ces autres facettes qui, elles, savent déjà faire. OK. Et L'idée, c'est de connecter avec d'autres. Et là, on a un lien avec Stéphane qui nous dit on cherche à connecter sur les ailes pour parler énéagramme. Est-ce que c'est ça? Et comment on choisit vers quoi on connecte? Alors là, on a déjà, là, on zoome dans des questions super pointues. Mais Stéphane va venir vendredi. Là, c'est sûr qu'il nous rejoint vendredi. Là, il descend de Paris. Il arrête son activité pour venir nous voir. Je le vois déjà passionné. Au moins, allez, vas-y, donne-nous peut-être une piste. Comment on aide à aller
à aller connecter à d'autres compétences? Comment on aide la personne à aller vers du détail si elle a beaucoup de global? Est-ce qu'il y a des moyens? Il y a, alors, il y a des moyens. Il n'y a pas forcément une manière de faire. C'est là, il y a pas un processus en disant si on fait comme ça marche à tous les coups. C'est plus, il y a, on va dire, il y a peut-être certaines parties à aller essayer de reconnecter d'abord qui vont aider. Je m'explique. Si par exemple on prend bon, on va reprendre dans la partie en 4. Donc la partie en 4 qui elle est très expressive, c'est moi quelque part je suis le seul être vivant sur Terre, les autres sont ternes et mornes. Je caricature un peu, mais quand on descend, on peut arriver à cette façon de voir. Hein, c'est moi voilà, je suis seul à exister. Si on veut la reconnecter aux autres et qu'on essaie de la connecter aux autres directement, ça va être un peu compliqué parce qu'on va passer de quelque chose qui est très opposé. C'est moi, et puis les autres et moi, je compte pas. C'est trop opposé. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est l'aider à aller se reconnecter à une autre partie d'elle qui va peut-être lui aider à se reconnecter à la réalité, à sortir du fantasme, à se ramener à des choses qui sont peut-être plus structurées, plus cadrées, plus carrées. Et puis, de savoir faire le tri de ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Et une fois qu'on l'a reconnecté à cette partie-là, elle peut alors se rendre compte que l'autre peut aussi exister, et que même indépendamment de soi. Donc, on entend vraiment la place de la stratégie. J'entends très fort ça dans ton discours, la stratégie, comment on va y aller progressivement. Ça fait un point fort pour moi avec la psychopathie parce qu'on parle du rapport à soi, rapport aux autres, au monde et à plus grand que soi. Et tu vois, dans ta réponse, si moi je la traduis dans mon modèle à moi, je me dirais, tu vois, la personne, elle a un rapport à soi, elle est très centrée, elle. Là où ça pêche un peu, c'est le rapport aux autres. Et vraiment, dans la stratégie, moi, je dis souvent, ben, l'amener à l'endroit où elle ne peut pas aller, c'est la confronter à une zone de vide et elle se retrouve coincée. Mais par contre, passer par le monde et ce qui nous entoure, peut-être, ou peut-être par la spiritualité, quelque chose de plus grand qu'elle, c'est peut-être la voie de passage vers un autre, mais qui n'est pas un individu, ce qui permet après d'aller vers un autre individu. Et ça permet d'éviter le gap que tu as souligné, c'était très touchant ça, de dire que si on l'a ramené à ouvre-toi à l'autre, là où tu n'arrives pas à le faire, la personne, elle dirait, bah alors je dois m'abandonner moi. Et là, on entend les failles et les blessures qu'on peut entendre chez quelqu'un qui serait très centré, elle. C'est ça. Et donc, ça permet de déjouer ce conflit interne. Ouais, ça me parle fort. On a Audrey qui dit, comment tu vas repérer le type de personnalité? Est-ce que tu vas repérer ça avec des grilles, des questionnaires? Est-ce qu'il y a des… Voilà, c'est quoi ton secret pour savoir tout ce que tout le monde a toujours voulu savoir sans jamais oser le demander? Eh bien, Aude Dubois le fait pour nous. C'est un secret, je ne vais pas le dire, sinon il y a personne. Je ne le fais pas avec un questionnaire, c'est vraiment à travers le questionnement. Donc, c'est un questionnement, ce n'est pas un questionnaire. Hein. C'est le questionnement, questionner ses motivations, questionner ce qui est important pour elle, questionner comment elle voit le monde, comment elle aborde les émotions, etc. Et ça va permettre de faire ressortir justement à travers le langage comment elle répond à ces questions. C'est pas tant ce qu'elle va y répondre, c'est comment elle va y répondre. Et en connaissant la grille justement des néagrammes, en connaissant à quoi correspond chacune des bases, quels sont les métaprogrammes associés à chacune des bases, les critères, les valeurs, etc. Ça permet de faire le lien en se disant, bah, tiens, il y a cette partie-là ici qui parle, il y a celle-là, puis de faire le lien et puis de questionner pour valider ou invalider le fonctionnement. Et ça, c'est des choses qu'on apprend pendant la formation. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, tu dis à quel point on doit avoir une attention au langage, mais pas en termes d'analyse des mots, mais vraiment comment elle s'y prend pour répondre. C'est son process de réponse. Et ça nous dit des éléments de moi, ce que j'appelle le processus. Et c'est intéressant parce que est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait des infos à quelqu'un si je lui pose des questions et qu'à chaque fois que je lui pose des questions, il a beaucoup de prudence, il veut pas généraliser, il reste sur des hypothèses, ça me donnerait carrément des infos sur sa base. Ça commencerait à me donner des pistes, des hypothèses sur sa base.
Alors, je vois pas du tout de qui tu parles, déjà, hein. Et ça pourrait, si si tu arrives à le questionner sur qu'est-ce qui fait ça. Pour quelles raisons il serait prudent, il serait, etc., etc. Sinon, ça peut être plein de personnes peuvent faire la même chose, mais pour des raisons différentes. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir, c'est quoi ces raisons qui fait que. Et là, quand il va dire ces raisons, peut-être qu'on va entendre des croyances, peut-être qu'on va entendre des valeurs, des critères, et c'est avec ça qu'on va arriver à entendre, tiens, à ce moment-là, c'était peut-être cette partie qui était au commun. Ok. Est-ce que ça te parle, la thérapie des états du moi, ou c'est pas un sujet? Je sais pas, on l'a jamais abordé ça On ensemble. ne l'a jamais abordé, alors je vois un peu ce que c'est, mais je ne l'ai pas abordé plus en détail. Mais c'est intéressant parce que dans la façon dont tu le présentes, c'est une des premières fois où je vois des modèles pour lesquels il y a quand même une proximité. Et c'est nourri, l'approche Ennéagramme dont tu parles est nourrie de la PNL. Et, mais on n'est pas dans quelque chose on n'est pas comme dans des métaphores de parties. On a vraiment toute une structure organisée. Quand tu parles de parties, de parts et tout ça, j'entends vraiment une structure organisée qui répond à des éléments fondamentaux. Tu disais les croyances, les valeurs. Et presque si on pense que ces parties ont une existence, à ce moment-là, on pourrait parler d'état du moi, comme on l'entend dans la thérapie des états du moi, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'analyse transactionnelle. On parle des parts, mais ce n'est pas la même chose. Non, non, c'est vrai. Bah, pour soi, ces parties, elles ont une vraie existence, hein, parce que elles nous modélisent, enfin, ce que dit le modèle, hein, elles nous modélisent une perception du monde. Donc, forcément, elles existent inconsciemment pour nous. Bon, alors ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir creuser, ça ouvrira de grandes portes là-dessus. On a Anne-Gaëlle qui nous dit, donc elle a reformulé, le chien est allé se promener, et on voit qu'il y a une grosse différence. Est-ce que dans le rapport à l'autre, les personnes avec lesquelles on peut avoir des conflits seraient des personnes dont la base principale serait une base de compétences que l'on s'est refusé de développer? Alors, pas forcément. Là, j'ai vu, alors pour petite anecdote, j'avais vu, je m'étais amusé il y a quelque temps à voir comment utiliser l'énéagramme, et j'avais vu des sites sur Internet où ils disaient site de rencontre avec l'énéagramme, les personnalités qui vous vont, celles qui ne vous vont pas. Ça n'a pas trop de sens, honnêtement, parce que il n'y a pas un type de personnalité qui peut aller ou qui ne peut pas aller avec un autre. Ça n'existe pas. Les personnalités, je te coupe avant que tu commences, pardon. Par exemple, la personnalité si on a une base qui est en opposition, on va dire, avec la nôtre, soit ça peut rentrer en conflit, en effet, ou alors soit ça peut être au contraire complémentaire. Ça va dépendre comment nous on le vit, tu vois. Ça, est-ce que c'est toi qui amènes ça, ou c'est de façon globale dans l'énéagramme on dit ça, ou c'est toi qui as cette rigueur de ne pas enfermer là encore et de ne pas classer en disant bah, lui, il a telle base, donc ça veut dire il aurait besoin de telle autre, dans des auteurs initiaux de l'énéagramme, on retrouve cette idée que voilà, c'est quelque chose de plus large que telle base va avec telle base ou telle base ne peut pas aller avec telle base. Alors, les auteurs initiaux, je ne saurais pas te dire parce que je n'ai pas approfondi trop ça. Je pense quand même que c'est propre à l'énéagramme. Enfin, à partir du moment où on l'a un minimum compris. Hein. Mais en tout cas, c'est mon expérience. Parce que des personnes, par exemple, qui ont la même base, le même fonctionnement, elles peuvent très bien s'entendre parce qu'elles se rejoignent sur plein de choses, mais elles peuvent aussi très bien ne pas s'entendre, mais de façon très extrême, parce que les problématiques de l'une font écho, font miroir amplifiant chez l'autre. Donc, on va reprocher à l'autre ce qu'on a lui-même, et puis ça peut amplifier en plus. On n'est pas juste dans une typologie et tu dis combien il y a de la singularité. Et dans ce que tu amènes, on entend bien comment à chaque fois, quand bien même on pourrait dire cette personne a une base 4 et puis des ailes tel numéro, une autre personne aurait la même base et les mêmes ailes, ça ne dirait pas spécifiquement la même chose. Il y aurait des points communs, mais il y aurait de la vraie singularité et il faudrait
maintenir, pour répondre à Audrey, Audrey, il faudrait vraiment maintenir un questionnaire approfondi pour découvrir comment la personne est au monde, comment elle s'y prend, de façon singulière. C'est ça. Je dirais plus un questionnement qu'un questionnaire, mais c'est ça. Super. On avait Pascal qui pose une question qui nous dit est-ce que tu dirais qu'il peut y avoir des correspondances entre un type d'énéagramme, un numéro et un profil psychopatho? Est-ce qu'on pourrait dire les 4, ça correspond plutôt à ça? Est-ce qu'on pourrait avoir tel numéro, dans tel numéro, on voit plus de patients addicts que dans d'autres? Est-ce qu'on a des choses comme ça? Alors, là, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que, par mon expérience, les personnes avec qui je suis accompagné n'étaient pas au niveau pathologique. Donc, j'ai pas été amené à traiter vraiment, dans le fond, des profils pathologiques. En théorie, je dirais, si je regarde les livres et la littérature, dans les niveaux pathologiques, oui, on peut repérer. Il semblerait que certains types ont une propension plutôt à aller dans certains types de pathologies. Voilà. Mais je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas l'expérience là-dessus. Et c'est intéressant de le penser comme ça, parce que là encore, on réduirait. Ça veut dire il suffirait de maintenir un entretien et dans ce questionnement, avoir des infos sur les valeurs, les croyances, tout ça, et puis d'en dégager un diagnostic psychopatho. Et donc, ce serait hors compétence, hors champ de compétences pour des professionnels. Ce sera un exercice d'une fonction qui est pas cette fonction à opérer. Par contre, on sait qu'il y a et moi, c'est des choses qui m'intéressent. On sait qu'il y a des professionnels qui sont spécialistes de l'énéagramme, mais spécialistes de la psychopatho, et qui ont fait des points de jonction. Et ça s'entend quand tout à l'heure, Philippe évoque ce style de personnalité. Oui, ça nous fait penser à des types de personnalités qu'on repère et qui sont même décrites dans le DSM ou dans le champ psychanalytique. Et donc, on pourrait retrouver des personnes donc de la structure addict qui aurait plutôt une tendance, et ça, moi, je l'ai déjà indiqué, à utiliser certains métaprogrammes ou à activer plutôt certains métaprogrammes plutôt que d'autres métaprogrammes, à avoir certains rapports aux autres, à avoir certaines croyances sur les autres, à avoir certaines croyances sur le monde, et que ça, peut-être, ça peut caractériser un type de base. Mais il ne suffirait pas de dire tous les addicts sont des 6 ou tous les névrosés obsessionnels sont des 3 et tous les paranoïaques sont des 4. Ça, ce serait très écrasant. Mais ça va permettre de travailler avec la lecture de l'énéagramme. Moi, c'est ce qui m'a passionné, vient amener un vrai enrichissement pour des personnes qui ont des connaissances en psychopatho et inversement, des gens qui ont une bonne connaissance en énéagramme, qui maîtrise cet outil-là. Je vois Philippe, quand Philippe a suivi la formation en psychopatho, les questions qu'il a amenées par rapport à la psychopatho témoignaient du fait d'avoir compris immédiatement de quoi il s'agit quand on parle des structures. Mais ça ne veut pas dire qu'il est psychopathologue pour autant, mais ça veut dire qu'il a une perception des processus. C'est le grand point commun que je trouve énéagramme psychopatho, processus. Alors, tu as répondu à ça. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Voilà, Pascal est très contente de la réponse. Merci, Pascal. Et peut-être parle-nous des niveaux de conscience. Quand tu parles de niveau de conscience, parce que c'est une vraie spécificité dans le modèle que tu amènes, et moi, ça m'a beaucoup touché. Dis-nous quelques mots sur cette notion. Les niveaux de conscience. Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand on a différentes facettes en nous, donc ces différentes facettes vont nous permettre d'avoir une vision du monde qui est à 360 degrés, on va dire. Donc une ouverture. Plus on va utiliser justement nos différentes facettes, donc plus on va avoir notre perception du monde qui est ouverte. Donc quelque part, plus on va ouvrir notre conscience à une réalité plurielle, globale, etc. du monde, plus quelque part, c'est comme si notre conscience s'élevait
on prenait un peu de recul par rapport à notre réalité et on va avoir un niveau de conscience qui est de plus en plus élevé. Et ce niveau de conscience va aussi nous permettre de voir le monde différemment, de prendre, alors je me répète, prendre plus de recul, de se rapprocher, on va dire peut-être, d'une connexion avec l'essence de ce qu'on est. En fait, quelque part, si on suit le processus de la construction de la personnalité, donc ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, la personnalité, donc c'est quelque chose qu'on s'est créé, qu'on s'est formé pour apaiser nos angoisses ou pour donner un sens à notre existence. Mais c'est un sens à notre existence dans la réalité dans laquelle on est. Et quelque part, en faisant ça, c'est un peu comme si on se coupait de l'essence de ce qu'on est et on s'identifie à notre personnalité. On entend vraiment la tonalité transpersonnelle dans l'approche que tu amènes, transpersonnelle, spirituelle, quand tu nommes essence de notre personnalité, essence de notre être, qui nous sommes fondamentalement. C'est ça. Tu dirais, là où j'aurais envie de dire que la psychopatho nous aide surtout pour le pathologique, pour traiter les trous, pour faire un repérage des patients qui viennent avec des troubles spécifiques. Tu dirais que les voies d'utilisation, pourquoi on utiliserait l'énéagramme? À qui ça peut servir l'énéagramme? Et est-ce qu'il y a des limites, donc les indications, les champs d'action, et est-ce qu'il y a des limites d'utilisation? Les champs d'action, les limites. Alors, les champs d'action, alors, pour qui, tu dis, c'est ça, pour qui on pourrait l'utiliser? Alors, je dirais, ça peut aller de l'utilisation simplement personnelle, pour soi, dans la vie de tous les jours, déjà rien que pour soi, et c'est déjà un premier pas. Parce que d'ailleurs, avant d'aller accompagner n'importe qui, mais ça, je pense que c'est un travail de tout accompagnant, tout thérapeute, c'est d'avoir un minimum fait un peu le tri, le nettoyage chez soi. Donc, c'est d'abord pour soi, pour avoir une autre conscience de sa perception, une conscience du monde, une conscience de soi, et aussi apprendre à vraiment séparer son modèle du monde de celui de l'autre. Parce que quelle que soit l'approche qu'on utilise, quel que soit le métier qu'on a, si on projette sur l'autre notre perception, on ne va pas l'aider lui. Donc déjà pour soi, c'est déjà ça. Ça peut servir après quand on est dans la famille, je dirais, dans la vie de tous les jours, pour nos enfants. Si on arrive à repérer leur fonctionnement, ça peut nous aider aussi autant dans la manière d'éduquer, autant dans la manière de leur parler, de les motiver, parce qu'on va parler leur langage, et puis on va peut-être pas interpréter de manière fausse leur comportement. Donc ça, pour un accompagnant, un thérapeute par exemple, quelqu'un qui a un thérapeute ou un coach ou quelqu'un qui est dans la relation d'aide, d'arriver à repérer le fonctionnement de la personne, ça peut déjà aider à comprendre ses processus, donc comprendre ou entendre quelles sont ses motivations profondes, et donc avoir aussi une lecture plus fine des blocages potentiels et de comment on pourrait l'aider, lui, ou en tout cas quelle facette, quel chemin il pourrait prendre qui pourrait l'aider à s'en sortir plus facilement. Ça peut aider à ça. Pour quelqu'un qui travaille dans l'encadrement, en entreprise, par exemple. Moi, j'ai beaucoup, dans mes premières années, on va dire, j'ai beaucoup enseigné l'énéagramme en entreprise. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'était un test aussi. C'est que si en entreprise, si ça marche pas, on laisse tomber. On va pas chipoter avec un truc qui est joli, mais qui n'a pas de résultat. Donc là, ça aide vraiment à reprendre, à comprendre comment fonctionne la personne. Donc, si, par exemple, dans ces équipes, on arrive à repérer le fonctionnement, ça peut aider à aller voir sur quel point il pêche et sur quel point on peut l'aider, sur quel point il peut avoir besoin de se faire accompagner. Et pas seulement sur le comportement. Alors, c'est intéressant, tu dégages là, pour faire synthèse, j'entends que tu dégages la pertinence de l'outil, de l'approche pour un professionnel, donc pour soi en tant qu'individu, mais pour soi en tant que professionnel. Et donc, j'entends combien c'est intéressant pour ne pas nuire
ou pour accompagner au plus juste ses clients en se connaissant soi. Mais j'entendais pour le développement de notre propre posture d'accompagnant, notre propre posture de thérapeute, parce qu'on va y trouver notre style. Et peut-être pour des professionnels, là, j'en vois quelques-uns qui exercent depuis longtemps, j'en connais quelques-uns qui exercent depuis longtemps, comment en repérant leur profil, ils peuvent encore en tirer profit, c'est-à-dire donner plus de souplesse, donner plus de richesse ou d'exagération à leur style pour en faire une vraie tonalité. J'entends dans la vie quotidienne, et ça peut être avec nos enfants, ça peut être dans l'apprentissage au niveau scolaire, au niveau sportif, etc. Il y a pour tout ce qui est apprentissage et accompagnement, et aussi pour l'accompagnement et professionnel, entreprise, coaching pour des coachs en entreprise, ou aussi pour des thérapeutes, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et moi c'est ce qui me parle, comment en termes d'accompagnement autour d'une thérapie, on peut repérer quelles sont les stratégies pour aider notre client à amener plus de souplesse dans son fonctionnement. Oui. OK. Et on avait deux autres questions. On avait Rira qui nous dit: à quel moment de la vie peut-on définir notre personnalité? Alors là, c'est la colle. On voudrait l'âge et la semaine. Alors là, oui, la semaine. Là, c'est excellente question parce que là, Philippe, il va te dire, il va être très précis et il ne peut pas dire autrement. En tant qu'ancien ingénieur des matériaux, il va donner quelque chose De très d'idéal. précis. Donc l'âge, c'est, alors attends, si j'ai bonne mémoire, c'est à 3 ans, 7 mois et 8 jours. Voilà. On considère, disons que plus sérieusement, on considère dans ce modèle-là les croyances, donc ces croyances structurantes qui vont nous forger donc, notre perception du monde, on considère que vers 3-4 ans en général, elles sont déjà mises en place. Par contre, ce qui va évoluer pendant encore longtemps, c'est comment on va s'en servir. Et c'est ça qui fait que dans les comportements, dans les manières de réagir ou d'interagir, il peut y avoir des grandes différences. C'est parce qu'on ne va pas s'en servir du tout de la même manière. Entre un ado, quelqu'un qui a 7 ans, un ado de 12 ans ou à 18 ans, on ne se sert pas de son fonctionnement de la même manière parce qu'on teste aussi différentes manières, quoi. Et donc, c'est ce qui va aussi créer des très grandes disparités dans les comportements ou dans les personnalités si on prend au niveau de personnalité comportementale. Donc, il y a une possibilité aussi d'utiliser, de se nourrir de cette approche-là quand on fait un accompagnement d'enfants. Tu vois, je pensais adulte immédiatement, mais la question indique aussi qu'avec les enfants, il y a vraiment des possibilités d'accompagnement, de repérage et d'accompagnement possible avec l'outil Ennéagramme et les principes d'Ennéagramme. Il y a Stéphane qui nous dit, tu dirais quoi? Au fond, l'intention des créateurs de l'énéagramme, à l'origine, c'était quoi? Tu dirais c'est quoi? À l'origine, alors déjà, on n'a pas vraiment de traces de l'origine pure. Il y a des traces qui remontent très, très anciens, c'est il y a plus de 6000 ans, mais c'était à l'oral. Donc, c'était des traces très orales, c'était des confréries de chercheurs de sagesse qui auraient développé une approche de connaissance de soi. Mais ça reste encore presque un peu mystique ou mythique, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de traces. Les premières traces plus précises qu'on retrouve, c'est au XIVe siècle, je crois. Je ne sais plus, il faudra que je regarde mon histoire. C'est chez les soufis. Et donc là, l'approche, elle était plus spirituelle au départ. Au départ, je pense que c'était une approche qui était plus basée sur comment élever sa conscience, comment se connecter avec quelque chose de plus grand que soi pour avoir, voilà, pour dépasser, dépasser on va dire, l'image artificielle de ce qu'on est, dans laquelle on s'est créé, et arriver à quelque chose de plus haut. Et c'est, je pense que dans les années 70, quelque part 1970, où justement avec c'est l'approche que j'ai eue, moi qui était plus avec Hélène Palmer qui a mis aussi le modèle de la PNL, c'est elle qui a fait le lien avec ça, qui a complètement dévié, séparé la conception de la perception religieuse et spirituelle de l'énéagramme pour le mettre sur quelque chose de plus concret, pratique et factuel. Mais l'essence reste quand même peut-être plus sur une approche qui est plus spirituelle, on va dire, à l'origine.
Donc, avec le soufisme, on a aussi Gurdjieff. C'est ça, Gurdjieff, Et, là, qui lui, c'est un des premiers dont on a les traces, qui a transmis l'énéagramme. et après, dans les années 50-60, il y a, je ne sais pas comment tu le prononces, Ikazu. Isato, comment tu Ikazu. dis? Ikazu. Iskadi, à chaque fois, je n'arrive pas à le prononcer. Ikazu. Ok. Ah, d'accord. Et lui qui amène quoi d'intéressant, tu Alors dirais? lui, ce qu'il amène, ce qui est intéressant, c'est que il était anthropologue. Il était psychologue et anthropologue, et il habitait au Chili à l'époque. C'est un Chilien. Et si on reprend l'histoire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis avaient une propension, ils étaient très avides de ce genre de recherche de forces supérieures, etc. Donc, ils ont fait des rafles monumentales dans pas mal de courants spirituels, religieux, de documents. Et dans l'après-guerre, il y a beaucoup de ces trésors de guerre qui ont été expatriés au Chili. Et lui, Ikazo, il a eu accès à ces documents-là. Donc, ce qu'il a apporté, lui, je pense que ce qui est intéressant, c'est une compilation de tous ces différents éléments. Et la version d'énéagramme qu'on connaît aujourd'hui, elle est basée sur sa compilation à lui. Ok. Donc ça, c'est nourri avec les questions de spiritualité, mais aujourd'hui, il y a pas, c'est pas quelque chose qui est baigné de spiritualité. On entend les assises pour ceux qui veulent bien entendre qu'il y a de la spiritualité, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une technique autour de la spiritualité aujourd'hui. Il y a quelque chose de très aussi pragmatique, pratique et très euh, on pourrait dire, utile dans une vie quotidienne, professionnelle, voilà, pour des gens qui ne seraient pas intéressés par cette approche-là ou ce courant-là. Alors, cette approche de l'énéagramme, parce que je dirais dans l'énéagramme, dans les approches de l'énéagramme, il y en a peut-être encore certaines qui sont plus orientées spiritualité, qui sont moins orientées sur le côté pratique. C'est là où Helen Palmer a eu un impact, enfin, dans le courant qu'elle a développé, en ramenant la PNL par-dessus. Elle a créé, on va dire, un courant qui ramène l'énéagramme à quelque chose de très utilisable dans la vie de tous les jours et pratique pour tout le monde au quotidien, quoi. Pratique utilisationnelle. Voilà. Et, et est-ce que tu aurais, Audrey nous demande ça, peut-être des lectures à nous conseiller, des choses pour s'initier, à les lire, à les voir, pour des gens qui seraient intéressés, voilà, qui ont été touchés par ce modèle-là et qui voudraient avant de te rencontrer, parce que je ne comprends même pas comment Audrey a pu proposer quelles seraient les lectures. Moi, j'aurais dit, quand est-ce que je peux voir et toucher Philippe? Moi, la semaine prochaine, je vais l'inviter à la maison, je vais toucher, je vais le voir, je vais manger avec lui, je veux tout savoir. Vous Euh, direz quoi? Est-ce qu'il y aurait des choses, des portes d'entrée? Et il y a une autre question qui va avec ça. Tout à l'heure, on avait Catherine Mout qui disait, et puis on avait un autre collègue avant, où c'est que tu t'es formé peut-être voilà, est-ce qu'il y a des parcours de formation? Est-ce qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui? Donner quelques mots, voilà, sur la formation et pas nécessairement nous, ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais voilà, comment des gens qui seraient chez eux, qui auraient envie de se nourrir de ce que tu as amené, d'aller un pas plus loin, ça pourrait être quoi, tu dirais? alors, en termes de littérature, alors, je vais faire la pub pour mes formateurs. Moi, j'ai été formé avec Isabelle Le Guerlier et puis Dominique Logéro, qui ont été formés. Enfin, Dominique Logéro a été formé à la PNL et à l'énéagramme par Hélène Palmer, justement. Et Isabelle a été formée par Dominique Logéro. Et, et donc voilà, ça c'est là où j'étais formé, à Paris. Maintenant, il existe plusieurs écoles de l'énéagramme qui n'ont pas forcément cette approche hein, comme je l'ai pu l'expliquer aujourd'hui. Hein. Palmer, ce serait une bonne entrée en matière, tu Palmer, dirais? c'est une bonne entrée. Alors, attends, je les ai à portée de main. Il y Tu n'avais a... pas déjà prévu cette question. C'était pas prévu et organisé sur ta table. Je suis surpris. Non, 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 je n'ai pas anticipé à ce point-là. Ah oui. Ah oui. Deux secondes, ça devrait être rapide. Voilà.
Bon, c'était pas prévu, mais ils sont quand même à portée de main assez rapidement. Ouais, oui, c'est vrai. J'avais Donc, pris à défaut. il y en a un qui s'appelle simplement l'énéagramme. Je sais pas si je peux le montrer, si je fais de la pub, mais j'ai Oui. Oui. j'ai pas de part là-dedans, mais bon. Sylvie Tannenbaum, ouais, c'est ça. Donc Ok. il y a Dominique Logero, Sylvie Tannenbaum et puis Françoise Cavé. Donc l'énéagramme. Et là, ça va être vraiment c'est cette approche de l'énéagramme et PNL. Là, on mixe les deux. Et puis il y a Anne Linden aussi, qui a étudié aussi avec Hélène Palmer, je crois, Anne Linden et puis Murray Spadling, qui ont fait un livre aussi, Énéagramme et PNL. Et celui-là, il est pas mal aussi. Ça reprend aussi avec pas mal de détails les liens entre la PNL et l'énéagramme. Anne Linden, qui est aussi une grande spécialiste de l'hypnose. Et Palmer, ça, est-ce que c'est Le guide de l'énéagramme, ça, je l'ai pas lu, mais pourquoi pas. Si ça vient d'elle, Palmer? a priori, Voilà, ça vient Hélène d'un bon. Palmer. Ok, donc ça nous donne des pistes. Euh, voilà, est-ce que tu verrais d'autres choses avant qu'on conclue? Est-ce qu'il y a des questions de nos collègues qui sont là, des choses qui n'ont pas été abordées? L'idée, c'est qu'on puisse faire, voilà, une ouverture, regard croisé, c'est ça, c'est de faire une ouverture, faire connaître le travail d'un professionnel, faire connaître une approche, euh, donc des approches qui pour moi ont du sens, font sens pour moi il y a des partis pris, mais on ouvrira aussi avec des gens qui ont des points de vue opposés. Euh, Là, on a Énéagramme Psychopatho. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez questionner avant qu'on conclue et que je donne la parole à Philippe? Parce que alors, ce que j'ai bien compris, je m'en servirai cette semaine, je te promets, vendredi. Je parlerai un peu moins, ce sera moins volubile et je vais essayer de faire ce travail de restriction un petit peu plus. Voilà. Mais tu sais qu'il n'y a pas que la partie en 4 qui aime bien parler. Il y en a d'autres aussi, hein. Ah, d'accord. Bon, ben alors, je vais découvrir plus alors. C'est OK pour vous? Alors, je te laisse la parole peut-être, Philippe, pour conclure. Merci déjà pour tous les apports. Moi, j'entends la richesse hein, dans tout ce que tu amènes. Je suis touché par l'importance des niveaux de conscience, de la spiritualité, une vision qui est élargie de l'accompagnement, mais aussi cette vision sur voilà, l'être est singulier. Je veux comprendre de façon très unique son fonctionnement. Euh, Est-ce qu'il y aurait des choses spécifiques que tu voudrais partager avant qu'on puisse conclure? Euh, bah, je pense que j'en ai dit pas mal. Moi, ouais, non, non, là, j'ai pas grand-chose à rajouter. Juste que ce qui est intéressant dans cette approche, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, après, ça n'engage que moi, hein, c'est vraiment prendre conscience qu'on est beaucoup plus que notre personnalité. Que là, on a tendance à s'identifier à notre personnalité, mais si on regarde déjà rien que l'étymologie du mot, masque, l'acteur est plus que son masque. Donc nous, notre personnalité, ben, on est plus que notre personnalité. Et déjà de prendre conscience de ça, je trouve que ça permet de se désidentifier à pas mal de choses, donc de vivre beaucoup de choses beaucoup plus sereinement au quotidien. Déjà rien que ça, je C'est pense. très beau, on est plus que notre personnalité. C'est très beau. Eh ben, je vous souhaite à tous, merci Philippe. Ben, Et merci puis, Guillaume, merci à toi pour cette possibilité. je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci de votre présence. On poursuivra. Si vous voulez voir les replays, vous les avez sur la chaîne YouTube. Euh, Dr Guillaume Poupard. Vous avez les vidéos des supervisions et des rendez-vous psychopratiques aussi qui sont accessibles en replay. C'est Nadège qui organise tout ça. Donc, merci à chaque fois, Nadège, pour tout ce travail que tu mets en place et le soutien que tu nous apportes. Et puis, ravi de vous retrouver bientôt. Parlez-en à d'autres collègues, à des professionnels qui peuvent être intéressés par le travail qu'on vous offre tous les 15 jours.
Et puis moi, je suis impatient, je le dis, je le sens dedans, je suis impatient de te retrouver, de venir te chercher jeudi soir pour passer 3 jours, je suis certain, très riches. Avec grand Voilà, plaisir. Ouais. dans cette- ça va être très joyeux, léger, joyeux et puis enrichissant. Merci beaucoup à vous tous pour votre Merci à présence vous. et puis à très bientôt. C'est super, Guillaume. Par contre, ça aurait été bien aussi, si je peux me permettre, si tu veux bien rajouter qu'en effet, vendredi, samedi, dimanche, il y a chez Wayside une formation justement destinée à l'énéagramme et à la psychopatho. Et si vous pouvez juste voilà, en dire 2 mots sur ça, c'est important parce que vous avez donné ce temps-là. Et Ah oui. c'est important de mettre à l'honneur le travail de collaboration que vous mettez en place la semaine prochaine. Allez, dis-nous 2 mots, Philippe. Oui, je pense jamais à faire comme ça directement. Je pense que les gens vont aller regarder. Mais vas-y, Philippe, peut-être, oui, prends la parole. Puis c'est intéressant que tu puisses dire comment tu as construit ces 3 jours de découverte et de pratique de l'énéagramme. D'accord. Alors, donc, ces 3 jours s'inscrivent dans un module plus large, dans un parcours plus large d'apprentissage de l'énéagramme. Ce premier module, donc de 3 jours de la semaine prochaine, c'est un module, on va dire, de découverte du fonctionnement de sa personnalité. Donc là, ici, l'idée, c'est d'apprendre à déjà comprendre qu'est-ce que c'est que ce modèle, les différentes parties, de quoi elles sont composées, et puis de le découvrir pour soi. Déjà, découvrir le fonctionnement de sa personnalité d'après ce modèle et d'apprendre à s'en servir pour soi. Donc, comment utiliser les différentes facettes, nos différents experts, justement, pour nous aider dans la vie de tous les jours. On va aussi aborder un peu la notion d'essence de l'être, donc de niveau de conscience. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de donner une explication, un sens. Je ne dis pas c'est le ou la seule, hein, mais ça donne un sens, une explication de, tiens, comment on passe de la connexion avec cette essence de l'être et comment petit à petit on se rétrécit notre perception du monde pour s'endormir un peu quelque part dans une construction artificielle de ce qu'on pense être, c'est-à-dire notre personnalité à laquelle on s'identifie. Et donc, ce premier module, c'est comprendre justement cette personnalité, comment elle fonctionne pour nous. Ok, très, très clair. Et premier module, parce qu'il y a 3 modules, on a créé cette idée de dire 3 modules de 3 jours. Voilà, ce premier sur soi, le deuxième soi et les autres. Le deuxième, soi et l'eau. Dans le deuxième, on va approfondir déjà la compréhension de son fonctionnement, la compréhension de tous les différents fonctionnements. Et on va aussi approfondir la notion de transpersonnel. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on monte dans les niveaux de conscience, qu'est-ce qui peut se passer quand on descend dans les niveaux de conscience, et comment chaque fonctionnement peut s'utiliser pour remonter ces niveaux de conscience. Et on va travailler aussi un peu sur notre propre fonctionnement pour apprendre à l'assouplir un peu. Parce que c'est bien joli de savoir comment on fonctionne, mais si on sait comment on fonctionne, mais on sait qu'on a certaines rigidités dans certains endroits et puis qu'on les laisse comme ça ça peut quand même être gênant dans notre accompagnement. Donc, apprendre à assouplir notre perception, peut-être des valeurs, des critères, des émotions, etc. Ça, on travaille là-dessus pendant le deuxième module. Et l'idée, c'est aussi vraiment de séparer les visions du monde, séparer ma perception du monde de celle de l'autre pour éviter justement les projections. Le troisième module, un module de 3 jours, ça va être… tu allais dire quelque chose, Guillaume, je t'ai coupé. Non, c'est ça. Vas-y. Et le troisième module, là, on va aller apprendre à reconnaître le fonctionnement chez l'autre. Donc, ça va être un module d'entraînement. On va vraiment s'entraîner sur des vidéos, des enregistrements de personnes qui parlent. Là, je les ai questionnés et puis ils répondent spontanément. Et apprendre à entendre justement les différentes parties qui ressortent, les valeurs, les critères, les métaprogrammes, les croyances, etc., pour aller faire le lien avec tout ça, pour apprendre à reconnaître les fonctionnements. Et en plus, il y aura aussi une journée qui sera consacrée à l'apprentissage d'un outil d'accompagnement qui utilise spécifiquement l'énéagramme. Merci Philippe. Merci Nadège pour le…